Vous êtes-vous jamais demandé à quel point ce fusil et ce fusil sont étroitement liés? Eh bien, si vous aimez l'histoire et les armes, celui-ci va vous intéresser car nous allons vous raconter l'histoire peu connue mais turbulente du Sturmgewehr 44 et comment il a complètement changé la façon dont les fusils militaires sont utilisés aujourd'hui. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, l'armement principal de l'infanterie allemande était le fusil à verrou Kar 98. Il y a de nombreuses photos de soldats allemands avec les mitrailleuses les plus modernes du monde qui sont devenues si tristement célèbres pour de bonnes raisons, ou le chic pistolet mitrailleur MP40, ou le fusil de parachutiste FG42, ou le semi-automatique Gewehr 43. Mais la réalité est que la propagande a fait sa part pour faire croire aux gens que ceux-ci étaient en nombre beaucoup plus grand qu'ils ne l'étaient vraiment. Chacun d'eux a été produit à quelques milliers ou quelques centaines de milliers, mais le fusil à verrou a été produit à plus de 14 millions. Donc vous voyez la vraie différence. La source principale de la puissance de feu de l'escouade venait des MG34 et MG42 qui compensaient pour les fusils avec un volume de tir, mais ils étaient encombrants, donc vous ne pourriez pas nettoyer des pièces avec eux, et ils étaient aussi plus chers à produire. Néanmoins, les Allemands voulaient toujours moderniser leur armement, même si cela signifiait parfois dépasser leurs ressources. Quand la guerre a commencé et s'est transformée en combat mobile et souvent urbain, les fusils à verrou à 5 coups ont commencé à montrer leurs limites. C'étaient des fusils bien faits, de haute qualité et très précis, aucun doute. La portée effective pouvait être de plus de 1000 mètres, même avec des visées métalliques. Et la cartouche 8x57 mm Mauser est plus que suffisamment puissante pour causer de lourds dégâts. Mais la cadence de tir était toujours le problème. Donc les Allemands se sont tournés vers les pistolets mitrailleurs dans le combat urbain rapproché. Ils ont aussi vu des Soviétiques et des Américains les avantages des fusils semi-automatiques, ce qui a mené à la création du Gewehr 43 dans la même cartouche que le Kar 98. Cependant, les statistiques de la Seconde Guerre mondiale montrent que la majorité du combat se passait en fait sous 300 yards, où les fusils de pleine puissance étaient définitivement excessifs. Mais les pistolets mitrailleurs de calibre pistolet n'étaient pas très efficaces au-delà de 50 yards. Donc, avec ceci en tête, les Allemands étaient en fait les premiers à commencer à penser à une cartouche intermédiaire et une arme qui fonctionnerait dans cette zone idéale, sous 300 yards, pour être efficace à une portée légèrement plus longue, mais aussi avec une cadence de tir plus élevée et un chargeur de grande capacité pour le combat rapproché. Même dès 1918, l'officier allemand Hermann Pötterit avait écrit un papier argumentant que les fusils standards gaspillaient l'effort avec une cartouche si puissante et une portée au-delà des distances de combat pratiques. Il avait même à l'époque suggéré une cartouche de portée plus courte, mais une arme tirant plus rapidement. Mais ces idées furent ignorées à l'époque. Les Allemands avaient déjà des pistolets mitrailleurs, qui étaient une nouvelle chose à l'époque. Donc, ils étaient réticents à investir encore dans une autre nouvelle arme. Mais en 1938, juste avant que la Seconde Guerre mondiale ne commence, les premières demandes formelles sont venues pour développer un 7,92 raccourci, aussi appelé cartouche 8 mm Mauser, pour combler cette lacune. Par quelques expérimentations, essentiellement en coupant littéralement le même étui à 33 au lieu de 57 mm de longueur. En 1941, le 7,92 x 33 Kurz, signifiant court, fut officiellement adopté. Ceci faisait sortir la même balle du canon à une vitesse initiale d'environ 700 mètres par seconde, ce qui est beaucoup plus lent que la cartouche de pleine puissance, mais aussi beaucoup plus puissant qu'un calibre pistolet. Balistiquement, c'était efficace jusqu'à 500 mètres, avec suffisamment de létalité et une trajectoire plate pour les situations de combat typiques. Aussi, le tir automatique depuis l'épaule était plus contrôlable avec cette cartouche. Ils sont venus avec la cartouche qui comblait exactement cette lacune qu'ils avaient et leur donnait une fondation solide pour construire la plateforme d'armes moderne dessus. Ils ont initialement nommé ce nouveau concept Maschinenkarabiner, signifiant essentiellement carabine mitrailleuse ou carabine automatique. Les premiers concepts furent bientôt développés par des contrats compétitifs émis à 2 firmes et chacune fut chargée de venir avec une arme à feu sélectif, signifiant avec des options semi- et pleinement automatiques autour de cette nouvelle cartouche intermédiaire. Le projet ne reçut pas beaucoup d'urgence parce qu'il est dit qu'Hitler lui-même n'était pas impressionné par cette idée d'une nouvelle cartouche. Donc le développement allait lentement. Ces 2 compagnies sont venues avec leur propre prototype en 1942
et ils furent mis à travers des tests. Les deux designs, appelés MKB-42W et MKB-42H, partageaient le même concept de base d'opération. Mais malgré les similitudes, ils avaient des différences mécaniques notables. Le modèle H, conçu par le célèbre concepteur d'armes allemand Hugo Schmeisser, utilisait un système de piston à gaz monté au-dessus du canon, qui puisait les gaz propulseurs pour faire cycler une action de verrou basculant. Pour le mode automatique, il tirait d'un verrou ouvert pour un meilleur refroidissement, tandis que pour une meilleure précision, il tirait d'un verrou fermé pour les coups individuels, mais ceci fut plus tard changé. Le modèle W prit une approche légèrement différente et utilisait un système avec un piston à gaz annulaire unique autour du canon et tirait aussi initialement d'un verrou ouvert. Les deux se nourrissaient de chargeurs boîtes détachables courbés de 30 cartouches et étaient largement faits de pièces d'acier estampées avec des crosses en bois, donc ils pouvaient être produits en masse à coût plus bas. Les essais de combat commencèrent bientôt et un nombre limité de ces prototypes furent distribués à des unités sélectionnées sur le front de l'Est pour envoyer leurs commentaires. Très bientôt, le modèle H émergea comme le design supérieur, s'avérant être plus robuste et fiable que le modèle W. Les soldats appréciaient l'amélioration en puissance de feu, la capacité de choisir entre pleinement automatique et coup simple, et une bien meilleure portée et précision que les pistolets mitrailleurs. Donc, ils étaient assez excités au début à propos de la nouvelle arme. Ce retour poussa le design vers un développement ultérieur, avec le changement le plus important demandé étant d'adopter un système de tir à verrou complètement fermé. De cette façon, la précision s'améliorerait et l'arme resterait plus propre dans les conditions de champ de bataille. Donc, les deux modèles furent essentiellement fusionnés ensemble à la fin, prenant les meilleurs traits de chacun et créant un prototype hybride, et il entra finalement en production en 1943 comme Machine & Pistol 43. Mais voici la chose intéressante à propos du nom lui-même. Le fait est qu'Hitler lui-même croyait fermement que les fusils de pleine puissance et les pistolets mitrailleurs étaient plus que suffisants pour combattre la guerre et qu'utiliser cette cartouche raccourcie moins puissante n'allait pas vraiment fonctionner sur le champ de bataille. Il bannit directement le développement et la production de tout nouveau fusil, à part les carabines semi-automatiques en cartouches Mauser de pleine puissance et MP40. Donc, le département d'ordonnance allemand devint créatif et changea le nom en MP43 pour cacher la vraie nature du futur STG-44 en faisant sembler que c'était le développement d'un autre pistolet mitrailleur. Ils cachèrent essentiellement ceci à Hitler jusqu'à ce que ce soit testé au combat, et un général supposément ne savait pas qu'Hitler n'avait aucune idée de ce fusil et dit qu'il voulait vraiment plus de cette nouvelle arme supérieure qu'il testait. Ce n'est qu'alors qu'Hitler apprit la vraie nature de ce projet et demanda une démonstration. Bien que sceptique au début, après l'avoir testé lui-même, Hitler fut impressionné par ses capacités, et couplé avec des rapports de champ de bataille positifs, il décida de renverser sa position antérieure et de donner sa bénédiction au projet. Et lui étant lui, il ne pouvait pas résister à lui donner un nom plus cool. Donc, MP43 fut changé en Sturmgewehr, signifiant littéralement « fusil d'assaut » ou « fusil d'assaut », juste pour ajouter une pincée de propagande et de boost de morale. Donc, en 1944, l'arme fut pleinement adoptée avec le nom officiel STG-44. Les ordres de production furent maintenant dramatiquement augmentés pour faire autant que possible des nouveaux fusils pour tourner la marée des chances pas si bonnes pour les Allemands. Son design pour la production de masse rendit le STG significativement moins cher et plus rapide à construire qu'un Kar 98. Il est estimé que pour l'effort nécessaire pour un seul fusil à verrou, 3 à 4 STG pouvaient être faits à la place, ce qui était extrêmement important pour les usines allemandes et les ressources détruites par la campagne de bombardement alliée. Le STG avait maintenant un chargeur de 30 cartouches, tirait un modéré 5 à 600 coups par minute pour être bien contrôlable et pesait juste plus de 5 kg, ce qui n'était pas très léger pour un fusil, mais pas trop mal. Il avait une précision raisonnable à portée moyenne avec de courtes rafales et son ergonomie, comme la poignée pistolet, la crosse d'épaule robuste et l'interrupteur de sélection influencerait presque tous les nouveaux fusils à venir.
La poignée d'armement était délibérément sur le côté gauche, donc un soldat pouvait dégager un bourrage ou recharger avec la main droite toujours sur la gâchette, prêt à continuer à tirer. Les modèles de production précoce avaient même des montures pour lance-grenades et lunettes, mais celles-ci furent plus tard abandonnées pour accélérer la production, et même la monture de baïonnette fut enlevée plus tard. Mais ils ajoutèrent ces choses pour quelques raisons, bien que juste expérimentalement. C'est appelé le Krumlauf, qui est cette extension de canon courbé pour le STG, destiné à littéralement courber le chemin de la balle et permettre à un soldat de tirer autour des coins ou depuis l'intérieur d'un char sans s'exposer. L'idée était que dans les combats de rue, c'est dangereux de regarder autour du coin avec votre tête. Donc il voulait couvrir ses pics avec le feu sans que le soldat s'expose. Forcer une balle voyageant à haute vitesse à courber n'est pas la chose la plus facile à faire, sans mentionner viser depuis derrière un mur avec une visée périscope. Ils produisirent en fait 3 angles principaux, 30, 45 et même 90 degrés. Les tests montrèrent que la variante d'infanterie de 30 degrés était la seule remotement pratique, car elle pouvait plier le chemin de la balle sans immédiatement se détruire elle-même ou l'arme. La balle se déformerait, mais pas assez pour être complètement inutile en quittant le canon. Et c'est assez fascinant qu'en testant il pouvait toucher une cible de taille humaine à 50 et même 100 mètres. Mais tirer comme ceci stressait le matériel du Krumlauf, et les canons duraient seulement environ 300 coups avant de se fissurer. À 45 et 90 degrés, la durée de vie était beaucoup plus courte, et les balles se brisaient habituellement à l'intérieur du pli, et seulement des fragments sortiraient, transformant le Sturmgewehr en quelque forme de fusil de chasse, plus qu'un vrai fusil d'assaut. Sans mentionner que viser était impossible au-delà de la portée à bout portant. Les Allemands avaient aussi la première forme expérimentale d'un système de vision nocturne appelé Vampire. Et celui-ci était en fait des décennies en avance sur son temps. Il était appelé Zielgerät 1229 et c'était un projecteur infrarouge apparié avec un capteur qui permettait à un soldat de voir et tirer dans l'obscurité complète. De petits lots d'unités Vampire furent déployés au début de 1945, mais ce n'était toujours pas assez pratique pour vraiment changer quoi que ce soit significativement. La grande lampe infrarouge, pour fonctionner, avait besoin d'une batterie de 13 kg portée sur le dos du soldat, avec des câbles courant sur la poitrine du soldat. Elle pouvait identifier des cibles humaines à des distances entre 70 et 200 mètres selon les conditions, et fut utilisée dans quelques opérations spéciales. Cependant, seulement environ 300 unités furent jamais construites, et l'idée était assez fascinante pour l'époque. Les Allemands voulaient faire du STG, l'arme d'infanterie universelle, préparant la scène pour les fusils d'assaut modernes que nous avons aujourd'hui, et tout le concept derrière eux. Mais ils n'avaient simplement pas le temps ou les ressources pour ceci, à ce stade de la guerre. Donc au lieu de remplacer les fusils à verrou et les pistolets mitrailleurs d'un coup, il travailla à côté d'eux dans les mois désespérés finaux de la guerre. Cependant, il améliora significativement la puissance de feu des escouades allemandes, et c'était plus que remarqué par les Alliés sur le champ de bataille. Les troupes américaines et britanniques en Normandie après le jour J furent particulièrement choquées après avoir rencontré la nouvelle arme. Ils aimaient aussi utiliser les STG capturés tant qu'ils avaient des munitions, comme ici Brad Pitt dans le film Fury. Blague à part, les Allemands n'étaient pas les seuls à penser à la cartouche intermédiaire. Les Américains essayaient aussi la même chose avec leur carabine 30, mais c'était loin d'être aussi efficace que le Sturmgewehr, et une cartouche beaucoup moins puissante, se comportant plus comme un pistolet qu'une cartouche de fusil. Donc la carabine M1 était principalement utilisée comme arme de poing, et malgré le STG-44 s'avérant précieux sur le champ de bataille, il n'atteignit ultimement jamais son plein potentiel, parce qu'au moment où il était en nombre significatif sur le champ de bataille, c'était trop tard pour changer l'issue de la guerre pour l'Allemagne. Plus de 400 000 STG furent produits avant la fin de la guerre, ce qui est un chiffre solide. Cependant, la chose la plus importante à propos de cette arme est qu'elle introduisit le nouveau concept d'un fusil d'assaut universel au monde. Un qui combinerait des traits de différentes armes en une. Et maintenant, après la guerre, tous les côtés prenaient des leçons pour les implémenter dans leurs propres armées. Les soviétiques furent spécifiquement impressionnés après avoir capturé et examiné la nouvelle arme allemande.
Ils aimaient l'idée d'une cartouche intermédiaire et étudièrent de près à la fois le Mauser raccourci allemand et la carabine 30 américaine. Ceci influença le développement d'une cartouche 7,62 x 39 mm qui deviendrait bientôt la cartouche la plus célèbre et la plus mortelle du monde. Quand je dis la plus mortelle, je veux dire que littéralement le nombre le plus élevé de personnes tuées par n'importe quelle cartouche était par celle-ci. Quand les soviétiques obtinrent la cartouche, ils commencèrent à travailler sur une arme qui pouvait fonctionner avec elle. Ceci mena d'abord au SKS-45, une carabine semi-automatique, et ultimement à nul autre que l'AK-47, développé en 1947, peu après la guerre. Mais les Russes copiaient-ils vraiment le design révolutionnaire allemand ? Et à quel point l'AK-47 est-il proche du STG-44 ? En fait, il n'y a aucun doute que le concept de fusil d'assaut allemand influença la pensée soviétique, et l'AK-47 suit certainement le modèle établi par le Sturmgewehr, utilisant une cartouche similaire et une ergonomie globale, tout en étant aussi adapté pour la production de masse. Cependant, quand il s'agit du design mécanique lui-même, l'AK-47 n'est pas une copie du STG-44 au sens littéral. Le design de Kalachnikov utilisait un mécanisme de verrouillage différent et des mécanismes de gâchette et de sécurité différents. Bien que le concept de piston à longue course et la construction axée sur la fiabilité prirent certainement des leçons du design Sturmgewehr, ce qui est vraiment intéressant est que les soviétiques après la guerre rassemblèrent toute l'intelligence allemande précieuse, les brevets, plans, dessins et même les ingénieurs et scientifiques eux-mêmes. Hugo Schmeisser, qui était le concepteur principal du STG, fut emmené pour travailler en Union soviétique pendant 6 ans après la guerre. Nous ne pouvons jamais vraiment savoir combien lui et d'autres ingénieurs allemands eurent sur le développement de l'AK-47, mais nous pouvons spéculer. Kalachnikov lui-même dit en fait qu'il était inspiré plus par le Garand et que la ressemblance au STG-44 était seulement superficielle, comme le chargeur par exemple, qui a une forme courbée similaire, ou le design d'acier estampé. Donc, tout compte fait, le STG était plus le père du concept lui-même qu'une influence directe sur les internes de l'AK. Cependant, la fin de la Seconde Guerre mondiale ne signifiait en fait pas la fin de la vie de service pour le STG. Il continua en fait à voir l'action pendant des décennies, partout dans le monde, à une époque où une arme de 1944 aurait dû être disparue depuis longtemps. Beaucoup de fusils furent capturés après que l'Allemagne se rendit, et certains furent même vus dans la guerre civile syrienne dans les années 2000, avec encore des milliers de cartouches de munitions pour eux. Parce qu'en seulement 3 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 820 millions de cartouches furent produites.